Quoi la stratégie derrière? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en termes de dev? Vous arrivez à prendre ce feedback des utilisateurs? Qu'est-ce qui est pour toi le plus gros challenge? Et ça s'utilise comment? Ouais, alors c'est pas simple en fait. Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier épisode de Code and Spaghetti, le podcast. Moi c'est Nicolas, mais je vais peut-être vous laisser présenter mes acolytes qui sont... Baptiste Martin, développeur full stack et depuis 2 ans et demi dans une boîte, dans une ESN. Je passe la main à Damien. Damien Charron, CTO chez Cabine. Super. En fait, on voulait faire un podcast tous les trois, on se connaît un peu, on travaille un peu ensemble aussi. On voulait faire un petit podcast ensemble pour parler un peu de l'histoire de Cabine et des choix qui ont été faits, des choix, on va dire, plutôt business, stratégiques, mais aussi la stack technique, etc. Puis c'est des choses qui peuvent vraiment être intéressantes. Est-ce que Damien, toi qui es un des fondateurs de Cabine, du coup, est-ce que peux nous présenter en quelques mots Cabine? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Yep, bien sûr. Alors Cabine, en quelques mots, c'est pas forcément hyper simple parce qu'il y a pas mal de choses qu'on fait. Mais en quelques mots, si vraiment je devais l'expliquer à quelqu'un qui connaît pas du tout, on est le copilote du DSI. En fait, on vient lui remonter pas mal d'indicateurs sur ce qui se passe dans son système d'information. Et l'idée, c'est de l'aider à prendre des décisions, en fait, sur son portefeuille applicatif, par exemple, en fonction de l'usage, du coût des applications, etc. Ok, et ça fait combien de temps que toi, tu as lancé l'activité? Aujourd'hui, vous êtes quoi, une équipe de 5-6? Ouais, c'est ça, on est 6 aujourd'hui. On a lancé le développement du produit. Alors forcément, c'est un produit SaaS, donc il y a une longue phase de bootstrap où on vient commencer à construire le produit avant de pouvoir le vendre. Donc on a commencé il y a quelques temps. On a commencé en 2022 officiellement. Je crois qu'on a commencé plutôt même été 2021, si ma mémoire est bonne. Donc ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on bosse ardemment sur ce produit et on commence enfin à le vendre après 2 ans de bootstrap en fait. Et c'était quoi la stratégie derrière? C'est on dev et on voit ce qui marche ou on avait déjà un peu ciblé le marché? C'était quoi votre approche là-dessus? Alors quand on a lancé le produit, on avait déjà un peu une idée de ce qu'on voulait faire, mais c'était pas non plus hyper précis. On s'était quand même dit, ouais, enfin l'idée était là, copilote du DSI, c'était déjà ce qu'on voulait faire. Mais techniquement, comment on allait l'implémenter, qu'est-ce que ça allait donner dans la réalité, on était loin d'imaginer ce qu'on a aujourd'hui. Et on y allait sur une approche assez itérative, en fait. On s'est dit, assez rapidement, on a essayé de trouver des DSI, donc notre cible, en fait, de les réunir pour essayer de comprendre ce qu'ils voulaient, de leur remontrer nos avancées, etc., pour essayer d'aiguiller nos développements, en fait. On n'avait pas une idée précise de la réalisation. Par contre, on savait exactement où on voulait aller. Ça a été un peu le fil conducteur jusqu'à aujourd'hui. En fait, vous aviez la vision, Exactement. mais sur le comment, ça s'est construit au fur et à mesure. Ouais, et quand je dis au fur et à mesure, c'est-à-dire c'était souvent 2 pas en avant, 3 pas en Ouais, arrière. test On and teste try, quelque chose et on se dit ouais, en fait non, c'est pas fou. On arrive dans un cul-de-sac et du coup Ouais. on fait demi-tour. Ouais, Ok. donc faut s'accrocher en tant que dev. Hein. C'est pas facile de construire des trucs, Mm. tu vois, et de se dire. Ouais, en plus, Bah ouais, dev, surtout, c'est très itératif au final parce que du coup, tu dois reprendre à chaque fois des trucs qui n'ont pas fonctionné, recoder, Exactement. recommencer. Et ça, ouais, ça prend du temps, mais après, c'est le concept d'une plateforme SaaS aussi. est-ce que du coup, le fait d'être dans une approche très empirique, de toujours tester, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en termes de dev qui permettent justement de faciliter ça? Genre, je sais pas, construire des bases solides, avoir un socle stable, pour qu'en plus on puisse derrière construire dessus de manière bah, Ouais, plus fiable, saine, quoi. ouais, plus saine Mm. pour les équipes et puis pour les nouveaux qui vont arriver Mhm. aussi. Bah, après, Ouais, alors c'est pas simple en fait. Il y a toujours c'est un peu un débat d'engineering entre guillemets entre où est-ce que tu positionnes le curseur, sachant qu'il y a au fond de toi, tu as envie de faire un truc hyper générique qui s'adapte à plein de situations. On a peut-être même une tendance à essayer d'imaginer des situations futures. Et puis à l'autre côté, il y a aussi le besoin fondamental pour nous d'aller très vite sur le marché pour confronter ce qu'on fait, Ouais. voir si ça intéresse les gens ou si ça les intéresse pas justement. Ça, c'est vachement intéressant. Du coup, vous êtes dans des approches très réalistes. C'est-à-dire, Exactement. Ouais. parce que c'est bien d'avoir une vision, mais parfois, cette vision-là, à force d'avoir, entre guillemets, la tête dans le guidon, on perd de vue un petit peu la réalité. La réalité, c'est que vous vous adressez à un marché, en l'occurrence les DSI, être le bras droit du DSI. Il faut des fois prendre un peu de recul pour comprendre ce besoin-là. Et une fois qu'on a la tête dans le guidon, c'est parfois peut-être un peu compliqué, ça. Comment vous arrivez à gérer ça, à juguler tout ça?
Ouais, bah, c'est des débats infinis dans l'équipe. C'est toujours est-ce qu'on fait quelque chose sur lequel on peut capitaliser ou est-ce qu'on se dit c'est jetable, on défriche un sujet, on le teste, est-ce qu'on le refactor pour se dire ok, on a fait un truc qui était pas hyper solide, on sait que ça va pas scaler du tout, est-ce qu'on sait que ça va rester longtemps, est-ce qu'on va le refaire? Donc globalement, on fait plutôt des trucs qui scalent pas trop pour l'instant. On a essayé de rester sur une stack assez simple en se disant bah, il y a 80% de ce qu'on écrit, de toute façon, on va le jeter parce que c'est un test, un peu. On va tester. Et Ouais, si ça marche, on le réécrira. Si ça marche pas, on va le jeter. Donc, en fait, c'est un peu notre approche. Là, on est sur un moment un peu plus compliqué. Enfin, cette philosophie commence à moins bien marcher parce que, Parce que justement, vous êtes arrivé à une étape peut-être. exactement. Maintenant, on a des clients, on doit quand même avoir un logiciel qui fonctionne. Enfin, on le vend, donc les gens achètent un service, ils ont besoin qu'il soit solide, qu'il fonctionne tous les jours quand ils viennent sur la plateforme. Donc, on va dire qu'on arrive un peu sur un moment charnière où le curseur est en train de se déplacer un peu, mais tout en essayant toujours de ne pas faire d'over-engineering parce qu'on est sur quelque chose qui bouge encore beaucoup. Enfin, c'est clairement pas fixe. On prend beaucoup les feedbacks de nos utilisateurs et du coup, Et justement, comment vous arrivez à prendre ce feedback des utilisateurs? Est-ce que vous faites un peu de métriques un peu automatiques qu'on peut avoir à travers la plateforme ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de qualitatifs en allant directement voir les utilisateurs, en leur demandant qu'est-ce que tu penses? Là, on a une nouvelle fonctionnalité. Qu'est-ce que ouais. ça donne pour toi? Alors là, on a les deux, en fait. On a les commerciaux qui sont au front et qui, du coup, ont des feedbacks directement des utilisateurs, des clients ou des prospects sur leurs attentes, sur ce qu'ils aimeraient voir dans la plateforme ou ceux qui ont déjà acheté, ce qu'ils sont déçus de ne pas voir dans la plateforme, entre guillemets. Et on a d'autres outils là, qui permettent plus une approche, pour la partie UX, d'étudier un peu le comportement Les des clics, tout utilisateurs, ça. exactement, de voir comment se comportent les utilisateurs sur la plateforme sans nous, entre guillemets, ce qui n'est pas exactement pareil quand on guide quelqu'un à utiliser notre produit versus quelqu'un qui arrive tout seul et qui se débrouille dans la plateforme. Et est-ce que du coup vous avez fait, alors je ne sais pas, peut-être vous le faites encore, mais un peu de shadowing, c'est-à-dire mettre un utilisateur qui aurait pu être intéressé par la plateforme et juste voir comment il l'utilise au début pour voir si vous, ce que vous aviez imaginé en termes de parcours, c'est pertinent ou non? Alors oui et non. C'est-à-dire que oui, on a déjà expérimenté, on l'a fait avec une utilisatrice, où justement avec Quentin, notre UX, on s'est positionné derrière elle en lui donnant un parcours à effectuer dans l'application, en regardant justement comment elle allait le réaliser elle. Mais on l'a fait qu'une seule fois pour l'instant. Ouais, c'était riche d'enrichissement. En fait, on voit très vite là où on s'est planté en termes du UX, où est-ce qu'on perd l'utilisateur. Et vous Et, avez et pas, souvent bien avant ce qu'on imaginait ou sur des choses qu'on Ouais. n'avait pas du tout anticipées. En fait, moi je me rends compte, c'est souvent ça sur les projets IT qu'on fait, mais de manière générale, dès qu'il y a un parcours, c'est comme je t'ai dit, nous on a une vision, on voit où on veut amener l'utilisateur, mais en fait, comme on est très opérationnellement, je veux dire, pris et on a vraiment la tête dans le guidon, comme je le disais, on perd ce recul-là. Et c'est vrai que ces petites instances de rattrapage où on fait une vision en arrière, hein, du shadowing avec un utilisateur qui débarque, qui ne connaît pas du tout la plateforme, ça permet de prendre beaucoup, je trouve, d'insights, beaucoup de perspectives par rapport à ça. Et tu vois tout de suite, ah bah ouais, putain, on n'avait pas du tout vu ça, comment ça se fait, etc. Carrément, mais après, c'est un problème qu'on a en bootstrap qui est pas facile parce qu'en fait, il faut déjà avoir des clients pour pouvoir se poser derrière eux et regarder. Et donc, en fait, quand on commence, on n'a pas toutes ces données. Mais en fait, quand tu on peut commences, pas les après, il y récupérer. a des stratégies, mais c'est vrai que ça peut marcher à un certain degré, et puis il faut les avoir dans son réseau. Mais il faut avoir tes early adopters, entre guillemets, qui peuvent être disponibles pour toi. Vous, c'est dans le domaine de l'IT, donc ça sera des DSI, donc il faudra des gens qui soient un peu dans ce domaine-là. Et puis de leur demander, bah voilà, si tu as un pote dans ce domaine-là, est-ce que tu peux, je te donne un lien, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Et peut-être même, on se prend une heure ensemble et je vois comment tu utilises la chose. Après, ça marche pour n'importe quelle plateforme. À partir du moment où tu as ta cible qui est accessible dans ton réseau personnel, c'est toujours intéressant parce que tu as déjà cette perspective-là. Et puis ensuite, c'est exponentiel dès que tu passes avec des prospects ou des clients, ça devient plus intéressant. et vous n'utilisez pas des outils comme Hotjar ou des C'est trucs exactement comme l'outil qu'on utilise. ça? Ouais, voilà, c'est ça. Hotjar. C'est des outils qui permettent aussi de visualiser le parcours utilisateur, les points chauds de l'application qui sont remontés directement dans un dashboard et qui permettent de voir aussi là où l'utilisateur se perd, là où l'utilisateur il clique vraiment souvent, c'est-à-dire que ça va être potentiellement l'endroit le plus utilisé. Qu'est-ce qu'on peut modifier dans le parcours utilisateur? Et en vrai, ce genre d'outil, pour l'avoir utilisé 2-3 fois, en vrai, ça permet d'avoir une vision d'ensemble du site. Alors oui, ça va pas te donner pourquoi l'utilisateur il s'est arrêté là ou pourquoi, mais ça donne des indicateurs sur les endroits où vraiment il faut changer quelque chose ou est-ce qu'il
faut le mettre en avant ou quoi ou qu'est-ce, on ne sait pas, mais ça peut être utile en fait à certains moments et c'est ça qui est intéressant avec ces outils-là en fait. Ouais, Surtout que ça s'implémente dans le code et après ça déroule tout seul et c'est plutôt sympa quoi. non, c'est top ça. Et ça s'utilise comment, par exemple, cet outil C'est un bout de code, en fait, on va enregistrer un bout de code dans notre code base dans le front, Mhm, qui va du coup être déployé sur la prod. Et mhm, une fois que ça s'est fait, du coup, ça va envoyer toutes les infos, tous les éléments du site, ça mhm. va les envoyer sur un dashboard. Je crois que c'est cloudé, Hotjar, je crois. Ouais. Donc ouais, ça envoie tout sur un site cloudé et puis après Ok. ça affiche les informations au fur et à mesure en fonction des pages, en fonction de ce qu'on veut regarder, ce qu'on veut pas regarder. Ouais, c'est top ça. Ouais. Et, Ça met des indicateurs, quoi. et peut-être pour revenir du coup à ce qu'on disait à Cabine, euh, j'imagine votre équipe, elle a un peu augmenté. Au début, vous ne deviez pas être les 5 ou 6 que vous êtes aujourd'hui. Exact. Voilà, déjà, si tu peux, 7 aujourd'hui, du coup, c'est ça? 6. 6. Aujourd'hui, déjà, c'est quoi les profils que tu as dans tes équipes et comment ça a grandi, ça? Est-ce que vous étiez 3 au début, 2? Et quels sont les profils dont tu as eu besoin après en scalant un peu, en ayant les premiers clients, etc. Ouais. Alors au départ, on était 3 développeurs Mhm, et un CPO, du coup quelqu'un qui jouait le rôle de product owner mhm. en chef. Enfin, il y en avait qu'un, donc forcément c'était lui en chef. Ouais. Donc on a construit le début de la plateforme comme ça. Et je pense que le moment un peu pivot dans cette partie-là, c'est quand quand Quentin nous a rejoint, du coup, Mhm. l'UX/UI. C'est quelque chose qu'on n'avait pas tellement, pas vu avant, en pensant qu'on n'était pas trop mauvais sur cette partie. Ouais. Et en fait, on s'est totalement fourvoyé. On était très nuls sur cette partie, Ouais. clairement. Sur l'étude de l'expérience utilisateur dans l'application, la cohérence en Le termes d'UI, parcours, la d'UX. logique, Enfin, l'ergonomie. c'était un peu bordélique, on va dire. Et donc, Quentin, ouais, a apporté cette touche. Enfin, c'est plus que cette touche. Il a totalement repensé la manière de naviguer dans l'application et d'apporter de la valeur à l'utilisateur. En fait, de mettre en lumière la valeur qu'on apporte à l'utilisateur. C'est plutôt ça. En fait, les fonctionnalités étaient déjà là, mais on l'exploitait assez Puis ça, mal. c'est peut-être aussi ce qui va constituer demain votre avantage concurrentiel. C'est cette fluidité, c'est ce parcours. Plus il est bien pensé, plus on a pris de la perspective et on s'est mis à la place avec un peu d'empathie de l'utilisateur final, plus ça tombe sous le sens quand on Ouais. l'utilise, plus la personne va être satisfaite, contente de la plateforme. Oui, exactement. En plus, nous, on vise plutôt on va dire des PME ETI, donc des boîtes qui ont plutôt des équipes DSI restreintes ou contraintes, en tout cas, en termes de temps. Donc, la valeur qu'on va apporter aussi, c'est un C'est un gain de maximum de temps. Ouais. fluidité, d'automatisation dans la plateforme. Donc, globalement, les gros groupes, ils ont des équipes d'architectes qui font ce que nous, on fait Ouais. dans notre plateforme. Nous, on va plutôt cibler des gens qui n'ont pas ces équipes. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit assez simple à utiliser, à mettre en place, à Et puis qui déployer. prennent pas beaucoup de temps. Exactement, et qui soit assez fluide, quoi. Ouais. Donc c'est tout l'enjeu de notre plateforme, en fait, c'est d'avoir quelque chose qui soit fluide pour l'utilisateur, pour qu'il l'adopte assez facilement et qu'il se dise pas, ah, mince, il va me falloir 2 ans de travail pour pouvoir profiter de l'effort que j'aurais mis dedans, quoi. Ok. Ouais. Non, Ouais, c'est clair. c'est d'où l'intérêt d'avoir un UX dédié à ça en Exactement. full time pour vraiment améliorer l'expérience de l'utilisateur en l'occurrence, mais vraiment c'est le cas quoi, c'est pour lui simplifier la tâche, c'est le concept Mais de en fait, je pense l'application. que ça, c'est pareil, c'est des rôles où je pense que. Alors, quand on a travaillé des UX UI, on comprend. Mais avant ça, c'est des logiques très peu répandues, j'ai l'impression. Ouais, bah, ouais. Typiquement, quand j'étais chez Fabric, donc une ESN, avant Capella, bref, c'était hyper difficile de faire comprendre aux clients que c'était un besoin nécessaire. C'est-à-dire, en gros, ils nous disaient, bon, ouais, pour mettre 3 petits coups de peinture sur l'application, 2 jours, ça devrait suffire Bah, sur en le fait, projet. c'est ça, je pense, Et l'écueil traditionnel, c'est de penser que l'UX UI, à travers le terme UX UI, qui est beaucoup plus complexe que de la simple, comme tu l'as dit, coup de peinture, c'est pas que de l'esthétisme, même pas oui, du tout, en fait. C'est beaucoup plus de l'empathie et de la compréhension du besoin de l'utilisateur final que de l'esthétisme et tout ça. Après, oui, on respecte des standards de l'industrie, oui, tout ça, machin, mais l'objectif, c'est quand même de comprendre le parcours utilisateur et de créer quelque chose de cohérent par rapport à ça. exactement. Et je pense que c'est vraiment le truc que j'ai appris ces 2 dernières années, c'est qu'en fait, bon, j'avais déjà
une appétence pour ce sujet, même si on était nuls, on a mis du temps à s'en rendre compte. Mais clairement, c'était pivot dans la manière dont on approchait le Oui, produit, puis quoi. toi, tu n'avais pas que ça non plus dans ton spectre de travail. Tu avais l'UX, mais tu avais aussi toute la partie stack technique, il y avait Oui, la c'est pas moi qui partie... m'occupais vraiment de la partie UX, oui, mais mais oui, enfin, en tout cas, je vu que tu étais participais. un peu Ouais. dédié à ça, du coup, tu pouvais pas y mettre tout ton temps et toute ton énergie, alors que c'est un boulot où on a besoin d'y mettre du temps. Et surtout C'est avec la ultra. stack de cabine, ça doit être assez aussi lourd, voire très compliqué à mettre en place, prendre du temps. Et du coup, ouais, on peut pas faire, tu Oui, peux il pas y a faire tout même à 100%, quoi. un effet inverse. Là, quand on est dans une agence ou une ESN qui sera intéressant pour les clients, mais qui est difficile à leur faire comprendre, c'est que en fait, le travail que fait l'UX UI, c'est du travail que le développeur va devoir faire, mais sauf que lui, il va prendre 2 fois plus de temps, Mm. parce que pour essayer, du coup, il va le faire sous format de code. Et donc, ça prend plus de temps que de le faire dans Figma ou dans XD. Mhm. Et en plus de ça, ça sera moins bien fait. Donc, en fait, c'est un gain sur le long terme, moyen long terme du projet, c'est forcément un gain de temps. En fait, on va beaucoup plus vite en tant que développeur si on a quelqu'un qui prépare, entre guillemets, le terrain de comment doit être agencée la page de l'application. Mais, et de toute manière, un rôle comme UX UI, pour l'utiliser de manière pertinente, c'est qu'il est au sein des équipes. Il travaille directement avec les développeurs. C'est un membre permanent Bah de oui, l'équipe produit. oui, En fait, c'est moi, ça, j'aime bien mais dire l'équipe produit au sens c'est l'équipe large. produit, ouais. C'est le PO, l'UX UI et les développeurs, on est dans la même équipe. On n'est C'est pas ça. les uns contre les autres. On est Ouais, c'est ensemble ça. sur Et surtout un que but commun. Mais je pense que c'est le paradigme qui a changé. Pendant très longtemps, on a eu, il faut bien cadrer au début notre vision, ce qu'on pense être bon, ce qui est souvent très éloigné du terrain, on vient juste de l'expliquer, hein, ce qu'on pense être bon en termes de parcours, comme on n'est pas l'utilisateur en tant que tel, on se fourvoie souvent là-dedans. Et souvent, on veut, dans les approches, on va dire, plus traditionnelles, on veut bien cadrer ça au départ, et ensuite passer la main, entre guillemets, à la technique, aux développeurs, pour qu'ils fassent, selon un cahier des charges très précis, etc., ce qu'il faut être fait. L'approche a totalement changé aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que dans l'industrie, on a changé de paradigme par rapport à ça. C'est une seule équipe, une équipe produit, et c'est le PO qui représente la vision du produit qui explique ça entre guillemets à la technique, aux développeurs, et l'UX UI est là entre guillemets aussi entre les deux pour trouver la meilleure solution et le meilleur parcours possible en collaboration avec les devs pour savoir ce qui est aussi techniquement faisable, etc. Parce que il y a Ouais, aussi je pense même que c'est encore plus collaboratif que ça. C'est-à-dire c'est un échange constant Ah ouais, c'est entre constant, hein. UX. Enfin, c'est un Ouais. espèce de trio entre produit, UX Il y et dev a, pour ouais, savoir ça qui est dépend cher. des endroits parce que par exemple moi dans mon cas dans le SN où je suis c'est très compliqué. Il y a des moments où en fait l'UX ne va pas prendre en compte nos complications techniques ou va pas prendre en compte certains points techniques qu'on énonce là où en fait il devrait les prendre en compte pour pouvoir nous juste simplifier la tâche. Et il y a des moments où ouais, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est une équipe. Ouais. Et souvent, là, en l'occurrence chez nous, c'est vrai que c'est un peu compliqué sur ces moments-là où en Parce fait il que là, y a un manque de communication je peut-être. pense à la différence de Damien avec Mm. Cabine, c'est que eux ils sont dans un domaine B2B, ils Mm. construisent un produit pour un Ouais, c'est ça. utilisateur actuellement. Ils n'ont pas délégué le développement de leur solution Oui, c'est à ça. toi, par exemple. Surtout que nous, on a plein de ces stratés, il y a beaucoup de strates entre chaque communicant, puisque les développeurs, ils parlent aux UI et UX et au PO, le PO, lui, va aller parler aux clients, Ouais. qui va aller parler aux utilisateurs qui sont aux clients. Et après, il faut remonter toute la chaîne jusqu'aux développeurs pour développer l'application. Et du coup, ça diffuse énormément On la perd, charge je et on pense, le perd de l'information. côté. Alors, on peut, je pense, travailler de cette manière-là en équipe produit, mais on va le faire un peu de manière dégradée, puisque du coup, il y a des dynamiques et des logiques contraires. Le client veut absolument faire comme lui il pense. Il pense toujours qu'il a raison, et des fois à juste titre, mais des fois, c'est moins le cas. Et c'est là où ça devient compliqué, puisque tu as des dynamiques différentes. Là, dans le cas de Damien, ils ont tous l'objectif de faire le meilleur produit possible. C'est ça, c'est parce qu'ils n'en ont qu'un seul, ils n'ont qu'une vision et c'est de faire le meilleur produit. Donc à partir de ce moment-là, ouais, ça limite les contraintes de communication et du coup, ça permet à l'UI UX de pouvoir discuter avec tout le panel de personnes, de pouvoir parler aux utilisateurs, en même temps parler avec les devs et du coup de simplifier un peu la tâche au sein des équipes. Et surtout pour les développeurs, ça doit être trop bien parce que
Et au final, ils peuvent directement dire ah bah non, ça je peux pas le faire, j'ai pas le temps, ou j'ai pas, je pourrais pas le faire. Et au contraire, dire ah mais attends, mais ça on peut le rajouter parce que c'est trop bien et ça peut nous Je pense simplifier la tâche, quoi. ouais, au-delà de ça, c'est que du coup, tu peux aussi avoir un échange beaucoup plus, on va dire, pertinent et proactif, hein, dans le sens où l'image qui serait le parcours idéal, entre guillemets, vous êtes sûrement confronté à ça aussi en tant que petite entité, petite boîte, c'est que des fois, oui, on a la vision idéale, mais à faire, techniquement, ça peut être très compliqué à faire et demander beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et on n'est pas sûr que le jeu en vaut la chandelle, et de deux, vous expliquez, hein, vous êtes toujours sur un marché, donc il faut avoir un bon time to market. Si vous faites un truc aux petits oignons, mais qui arrive trop tard par rapport à la concurrence, entre guillemets, bah, c'est trop tard en fait. C'est vrai. Ouais, c'est surtout, on mesure le coût à chaque fois. Ouais. Enfin, il y a un rapport entre le bénéfice d'une feature et son coût C'est d'implémentation. ça. Et souvent, enfin, pas souvent en fait, je sais pas s'il y a vraiment une probabilité sur le truc, mais ça arrive parfois qu'on se dise, OK, cette feature, elle serait bien, mais le coût est tellement C'est faramineux ça. d'implémentation que du coup, on va trouver un moyen détourné d'y arriver. Ou des fois, c'est même juste pas possible techniquement. On se dit, Ouais. OK, on abandonne. On sait que c'est juste cette feature, ça sera un projet qui nous embarque sur 50 devs avec une équipe entière parce que en fait, il faut tout faire. Il n'y a Et rien qui existe. c'est là où c'est très intéressant et pertinent justement d'avoir une équipe produit qui collabore de manière très, euh, on va dire, clairvoyante et proche de cette manière-là, puisque tu permets de tout de suite avoir le retour qui te dit bah, ça c'est faisable, c'est pas faisable. Et là, en fait, on va être efficient, c'est-à-dire on n'a pas énormément de ressources, entre guillemets, et où est-ce qu'on peut mettre le curseur? Mhm. Est-ce que c'est de la surqualité? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que voilà. Ouais, du coup, Damien, on a parlé un peu d'ergonomie, de pourquoi c'est important l'UX UI, de stratégie de vision pour Cabine, mais peut-être si on regarde un peu plus les aspects techniques, si on se plonge un peu plus dans la technique, qu'est-ce qui est pour toi le plus gros challenge? Est-ce que c'était l'architecture? Est-ce que c'était un choix de langage, une stack technique particulière? Alors, plus gros challenge, du coup, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'était l'histoire du curseur, de savoir exactement le niveau de qualité qu'on met dans le code, dans la stack, etc. Donc ça, pour moi, c'est le plus gros challenge, parce que c'est un challenge quotidien depuis le début jusqu'à la fin. Après, technologiquement parlant, eh ben, il y a pas eu... Enfin, on est parti sur une stack, on était plusieurs développeurs au début, donc sur une stack qu'on maîtrisait tous. Donc, en l'occurrence, on est parti sur du Java en back-end, Angular en front. Alors, plus tard, du coup, on a changé, on a migré de Java vers Kotlin, mais c'est pour une autre histoire, du coup, je peux en parler après. Mais donc, au départ, on est parti sur Java Angular parce que je considère que la meilleure stack, en général, c'est celle qui est connue de tous, entre guillemets. Il y a moyen de partir sur plein de stacks différentes, il y en a plein de très bien, que je considérerais moins bien. Typiquement, je préfère les langages fortement typés, juste parce que ça nous évite d'écrire trop de tests. En fait, le compilateur fait déjà une partie du taf en vérifiant qu'on n'a pas fait n'importe quoi quand on type bien. Donc, il nous crache pas mal d'erreurs si jamais on fait n'importe quoi. Donc, globalement, c'est plus facile. Mon explication n'était pas très claire, c'est pas grave. Bah si. Non, mais Euh, après, c'est un choix technique, surtout que ça vient de chez Fabric. Enfin, Java Angular, c'était la stack qui était majoritaire chez Fabric. Et du coup, ça a été avec des développeurs aussi qui étaient chez Fabric. Donc, ça a été une reprise assez simple pour n'importe quel développeur d'arriver dessus et de pouvoir vous accompagner sur le développement. C'était aussi un choix pour simplifier le développement et surtout pour arriver à avoir un POC rapide de votre plateforme, en fait. Ouais, bon, c'est aussi un compromis Java en fait. Alors moi, à titre perso, j'ai fait pas mal de Scala dans le passé. C'est vraiment le langage que j'affectionne. C'est un langage très orienté fonctionnel, Mhm. objet et fonctionnel. Mais du coup, qui est pas forcément... Enfin, c'est un langage sur lequel... qui a déjà plus trop le vent en poupe. Il est clairement un peu en train de stagner plutôt vers le bas. Et en plus de ça, c'est difficile de trouver des développeurs. C'est pas forcément un langage qui a priori attire, même si j'ai vu récemment là dans le Stack Overflow 2023, non? ouais, non, dans le truc JetBrains, je sais plus comment il Ah, s'appelle, le rapport oui. 2023 sur les devs de JetBrains, que Scala c'était un des langages dont les développeurs voulaient moins se séparer. En fait, quand on en a fait, on n'a plus envie de trop de changer, comme Mhm. Rust. Puis En fait, surtout, c'est les deux langages qui sont ouais, c'est des stacks où c'est des développeurs qui sont très bien rémunérés. Parce que en plus. Bah, parce du coup, que c'est des il langages y a de que niche un des peu. gens qui sont vraiment Ouais. dessus depuis très longtemps. Mhm. Et c'est une stack très enfin, ça devient très vite compliqué parce que c'est pas du tout le même. Enfin, ça peut être le même paradigme, mais ça change un peu le paradigme conventionnel qu'on a souvent dans les boîtes.
Et de moins en moins, je vois pas beaucoup de développeurs qui ont ce choix de pouvoir choisir un paradigme X ou un paradigme Y, qui sont souvent sur le truc qu'on apprend à l'école, qui est on fait du Java objet classique avec une base classique, et puis enfin, oh, boum, t'es un développeur, quoi. Et c'est souvent des trucs comme ça, et quand on s'intéresse pas beaucoup aux autres langages, c'est vrai que trouver des gens qui sont solides dans ces langages-là, ça peut être vite compliqué, surtout dans le recrutement. Et comment est-ce que du coup tu prends ces décisions-là, ou vous prenez ces décisions-là? Est-ce que c'est collégial? Est-ce que c'est toi, tu as une appétence plus particulière par rapport à un langage, ou est-ce qu'il y a une vision stratégique là-dessus? Oui, il y a une forme, j'allais y venir justement, il y a une forme de vision stratégique, c'est globalement, on s'est dit avec Mathieu, donc le CEO, cofondateur de Cabine, et on est une petite équipe, on n'aura probablement pas les moyens d'aller sur une très grosse équipe rapidement. Donc le moins on en fait dans l'équipe, enfin le plus on peut se concentrer sur ce qui a de la valeur pour nous, c'est-à-dire le développement de features, le mieux c'est. Donc on s'est dit le mieux, ça serait de partir typiquement sur un cloud public où on n'a pas toute l'infrastructure à gérer. En gros, à chaque fois qu'on peut prendre quelque chose qui est managé par le cloud public, que ce soit les bases de données, les serveurs, etc., on part En fait, dessus. vous êtes dans la même stratégie que la finalité de votre produit. Ouais, c'est ça. En fait, on essaie de se dire, on optimise en fait le peu de ressources qu'on a, de se dire, si on peut s'enlever une épine du pied, même si ça peut être un peu excitant de s'occuper de ses serveurs, d'avoir son propre cluster Kubernetes ou je ne sais quoi. Ça peut être fun, mais en fait, c'est un peu perdre le focus pour nous. En fait, le plus important, c'est de livrer des features, de tester notre produit. Et donc, on est parti sur une stack Cloud Run de chez Google, où en fait, c'est un Kubernetes managé. En gros, on fait rien. C'est Cloud Run qui gère tout. Donc, je passe à peu près, je pense, 10 minutes par mois à m'occuper de l'infra, quoi. Et donc, ouais, ça a un lien avec Java. C'est qu'en fait, en partant de vouloir partir sur Cloud Run, il fallait une techno qui soit adaptée. Et en fait, dans les technos adaptés, alors Cloud Run, c'est un peu comme AWS Lambda, c'est-à-dire c'est des conteneurs qui sont lancés à la demande, etc. Donc, il faut quelque chose qui démarre assez vite, qui soit assez réactif. On va se dire Java, pas du tout la même techno, mais en fait, si. Il y a Red Hat qui a sorti un framework qui s'appelle Quarkus et qui justement est prévu pour ça, en fait, pour démarrer rapidement dans ce type d'environnement. Donc, on a choisi ce framework avec Java, vu qu'ils vont ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'on est parti sur Java. Il se trouve que c'était un peu toutes les planètes qui sont alignées. On a des devs qui connaissent Java. On a une stack qui démarre bien sur Cloud Run, et on voulait aller sur Cloud Run. Donc, voilà, on est parti sur Java. Et donc, plus tard, c'est un peu mon amour pour Scala qui est revenu. Je me suis dit, c'est quand même un peu lourd. Java, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à écrire. C'est très verbeux, en fait. Et donc, aimant Scala qui est très... le compromis des deux. C'est un peu l'inverse de Java en termes d'écriture. Et donc, le compromis, c'était d'aller sur Kotlin, qui est supporté par le framework qu'on utilise, et qui ressemble un peu, sur certains aspects, à Scala, qui est plus orienté fonctionnel. Donc, c'est comme ça qu'on a construit la stack back. Ouais. Et front Angular, sans grande conviction. C'était juste une techno qu'on connaissait. Ouais. C'était un peu c'est assez bien parce que Angular, moi je connaissais pas avant d'arriver chez Fabric, et au final je me rends compte que ça permet de lancer des apps assez rapidement et faire des trucs fonctionnels très rapidement. J'ai l'impression qu'en fait Angular c'est plutôt plébiscité par les gens qui ont une expérience dans tout ce qui est back-end, applications lourdes, etc. Logiciel professionnel. Alors que les gens qui viennent plutôt du front, du design, etc., vont plutôt aller sur des technos comme React ou Vue.js, qui sont peut-être plus adaptés. Je sais pas. Moi, j'ai testé Vue, ça m'a l'air mais ça, c'est intéressant parce que du coup, tu parlais de back et front. Il y a peut-être des appétences particulières aussi au sein de l'équipe. Il y en a qui sont peut-être plus à l'aise sur du back, d'autres plutôt sur du front. Comment est-ce que vous arrivez à gérer un peu ça? Parce que vous avez des équipes qui ont peut-être des préférences, mais votre projet, il est indépendant de tout ça. Comment vous arrivez à gérer un peu les priorités, on va dire, du projet, tout en gardant une équipe qui est motivée et qui fait ce qu'elle aime, quoi? Ouais, alors du coup, on a une équipe 100% full stack. Alors, c'est un terme qui est un peu utopique, on va dire, parce qu'en vrai, on peut pas être full stack. Enfin, de mon point de vue, on peut pas être bon sur tout, c'est impossible. Donc, on est moyen sur l'ensemble, en fait. Non, je dis ça, mais il y a des gens qui ont plus une appétence back. Mais il y a toujours une appétence plus importante. Front. Après, voilà, on est plutôt des généralistes dans l'équipe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de spécialistes hyper pointus sur une techno en particulier, que ce soit du front ou du back. On est juste, on fait le taf sur les deux aspects, quoi. Et ça marche pas mal jusqu'ici. Après, on a encore une fois notre UX qui est garant un peu
surtout sur la partie UI, qu'on soit bien aligné sur les maquettes qu'il produit, etc. Alors nous, on fait autant que faire se peut attention à respecter ça. Vous faites Et, pas au pixel perfect quand même, c'est pas, vous poussez pas non plus l'UI. Je pense que c'est le curseur dont tu parles. Ouais, c'est c'est ça, ça. Il y a une c'est- question, encore une fois. Il y a on fait au mieux. Ouais. Après, c'est un compromis Après, de toute façon, débat. ça reste une app en développement constant. Dans tous les cas, elle le restera toute sa vie. Donc, ça n'a pas pour but de dire bah, ce bouton-là, c'est bon, c'est terminé, plus jamais on le touche. Il y aura toujours un moment donné où ça va changer, où il va y avoir des améliorations. Donc, ça peut pas. Enfin, moi, dans ce que je vois, c'est que ça sert à rien de pousser vraiment au maximum. Bah, ça dépend de ce que tu fais, en fait. Je pense que les 10 derniers pourcents de la perfection sont hyper longs à aller chercher. C'est ça, C'est une c'est espèce sûr, ouais, c'est ça, d'exponentielle où, du coup, ils sont très coûteux. Et ceux-là, bah, Et ça amène peu de valeur, en fait. Ouais, mais des fois, enfin, tu vois, si tu es sur Ça un sujet ouais, c'est ça. qui est relativement peu vaste, on va dire, et que tu vas aller chercher et le faire à la perfection, disons que t'as une plus-value sur un petit périmètre, mais qui est une forte plus-value, et tu dis, ce petit truc, je veux le faire mais de manière parfaite, parce que c'est tout l'objet de ton soft, Oui. pourquoi pas? Enfin, ça s'entend. Si c'est la base et le socle de tout, oui, il y a Pourquoi un pas? intérêt. Encore une fois, c'est une question de curseur en fonction de tes ambitions produits, de ce qui est attendu par les gens, de tes convictions, de plein de choses, quoi. Et C'est ça, aussi un peu la recette magique, j'ai envie de dire, de ceux qui conçoivent un produit. Et chacun, il met un peu ce qu'il a envie de mettre dedans en Ouais. espérant que ça plaise au consommateur, enfin au client en Ouais. face. Et Et voilà, du quoi. coup, toi, en tant que CTO, c'est toi qui places le curseur ou est-ce que c'est toute l'équipe, bah, je vais reprendre ton terme, Ouais. à la collégiale, où vous refaites une réunion, vous dites ouais, non, là, ça va pas, faut le changer, faut améliorer le truc, faut pousser vraiment au bout, ou est-ce que c'est toi ta décision de dire je veux que cette page elle soit parfaite, mais que cette page-là, bon, bah, on va faire au mieux, mais on va pas aller chercher non plus le moindre détail, le moindre pixel bien posé, pareil, le responsive. Tu vois, Ouais, alors ça, après, c'est des débats, en fait. Mm. Enfin, comme d'hab, quoi. C'est des débats entre développeurs, quoi. Non, mais on se parle dans l'équipe, entre produit, UX et dev. J'allais chercher les derniers centimètres, est-ce que ça vaut le coup ou pas? On donne des estimations, on doit mouiller évidemment, mais ça va être hyper complexe. T'es sûr, tu veux vraiment ça? Parce que ça va me prendre 3 jours. En plus, je suis pas sûr, je sais Ouais, pas c'est ce qu'il ça. faut faire. Là, après, il y a soit c'est oui parce que c'est tellement important pour le produit qu'on va le faire, soit bah en fait non, c'est juste on va trouver un compromis, on va faire quelque chose un peu dégradé mais qui est satisfaisant quand même, tu vois. Non, mais je pense que en plus, par rapport à votre business model et votre approche, et tu l'expliquais, ça sera jamais fini en fait. Vous Oui. serez toujours en parallèle proche avec votre marché et vos utilisateurs et vos early adopters aujourd'hui et demain vos utilisateurs récurrents à votre socle. Et en fait, ça sera toujours en permanence recueillir le feedback et voir comment on peut optimiser. Et puis, je pense que plus on est proche de ces utilisateurs finaux, plus on arrive à déceler un petit peu ce parcours utilisateur, où sont les pain points, etc. Et puis même eux, en utilisant la chose, ils vont s'apercevoir de nouveaux besoins, ils vont s'apercevoir de nouvelles choses. Et là, si vous pouvez déceler ça le plus tôt possible, il y a un réel intérêt là. Oui, exactement. Ok, exactement. Et tu parlais tout à l'heure du coup vous avez fait une migration. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il y avait Une migration. Ouais, Oui, de de Java Java vers vers Kotlin. Kotlin, ouais. Ouais, c'est une migration qui est toujours en cours. On n'a pas du tout fait un Big D'accord. Bang. En gros, les deux langages sont compatibles, on peut les faire vivre ensemble. Et ce qu'on s'est dit, bah, c'est les nouvelles features, on les implémente en Kotlin et au fur et à mesure, on ramène. Alors là, récemment, on est passé genre à 60% versus 40%. Donc 60% de Kotlin, 40% de Java. Vous n'avez pas un développeur dédié à non, migrer le code? Non, c'est vraiment au fur et à bonne chance aux mesure. développeurs. Quand on Ouais. repasse sur une feature, si on sent que c'est opportun, on essaie de migrer en même temps le Mm. code. Mais comme je disais, les deux sont compatibles et Oui, interagissent. et puis si- dès qu'il y a s'il est un objet qui est puni, utilisé, qui était en Java, bah, il est remigré en Kotlin, Exactement. et puis comme ça, au moins, ça... Après, il y a des pans qui font tomber 10% de l'application. Et il y a des fois, c'est tellement intriqué que du coup, quand tu veux faire une migration d'un petit objet, tu vas en tirer un gros morceau. Et du coup, d'un seul coup, on va gagner 5% de migration. Ouais, donc parce en fait, que- la migration, elle va finir par se faire avec le Ouais. temps et avec les nouvelles Je fonctionnalités. pense que d'ici la fin de l'année, au rythme où on va, on n'aura plus de Java. Ou c'est vraiment quelques lignes. Ça sera... Et vous avez d'autres technos à part du Oui. coup Java et Angular? Oui, alors en fait, notre plateforme, donc ça, c'était la plateforme centrale, on va dire, celle qui accueille et restitue la donnée. Mais à part ça, pour aller collecter les infos du SI des clients, donc on a un agent qui s'occupe d'aller collecter les infos des serveurs et des extensions navigateurs qui, elles, vont collecter les infos plutôt sur les postes utilisateurs, sur l'utilisation qu'elles ont des applications, pour les mécanismes d'autodécouverte, etc. Donc on a deux agents, entre guillemets, donc l'extension
qui elle est fait, c'est une extension, donc c'est fait en JS, enfin en TypeScript et en Vue, parce qu'on a une petite partie visible de l'extension, donc c'est du Vue.js. Et côté donc, l'agent qui va collecter les infos sur le serveur, là c'est un peu plus complexe. C'est un mix entre du Scala et du Go. C'est des exécutables Go qui vont. Il y a quand même le Scala. Ouais. plus Ouais, il y avait un petit peu de Scala quand même. C'est que en fait cette partie, c'est une partie historique qu'on a commencé il y a assez longtemps en fait. Cet agent bien avant Cabine et qu'on a rapatrié, qui nous a suivis. Bon, en ce moment, il y a un sujet sur le faire disparaître au profit de quelque chose d'un peu plus simple, parce qu'il embarque du coup pas mal d'ancienneté qui ne nous servent plus à rien. Mais bon, bref. Mais il fonctionne bien, donc ça fait le taf, quoi. Ok. Et du coup, vous avez un développeur que vous prenez de temps en temps pour gérer cet applicatif, ou est-ce que c'est en interne aussi avec les mêmes développeurs que l'application principale? Oui, exactement. Sur la partie agent de collecte sur le serveur, c'est un développeur externe qui intervient ponctuellement Ouais. pour faire les évolutions. Les etc. évolutions, les bugs fixes. tout ça. Ça, Exactement. c'est peut-être intéressant, cette notion d'agent, parce que c'est peut-être très particulier à votre produit, du coup. Exactement. Comment? Parce que moi, tu vois, par exemple, quand je t'entends parler de ça, je me mets à la place d'un DSI, c'est vachement intrusif, un agent, entre Oui. guillemets. Comment est-ce que, du coup, vous avez conçu ça et comment vous le proposez, vous expliquez que c'est pas trop intrusif, que ça respecte quand même la vie privée et que ça va pas totalement fliquer la personne ou le poste ou autre? Ouais. Alors, C'est pas le but de la fliquer de base. Ah oui, non, mais oui, non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet sur l'anonymisation des datas. Et évidemment, il y a une part de confiance à construire avec le client. Oui, évidemment, il peut que croire ce qu'on va lui dire. Ouais. On peut pas lui prouver non plus qu'on va pas chercher. Alors, sur la partie extension, par exemple, la partie qui est installée sur les postes utilisateurs, il y a déjà une forme de barrière qui est imposée par les navigateurs. C'est-à-dire Ouais, que bien quand sûr. on va aller chercher une information, on doit déclarer dans le manifeste de l'extension quelles informations on va chercher et pourquoi on doit les justifier, etc. auprès de Chrome, enfin de Google du coup, ou de Firefox Ouais. pour le cas Firefox, Mozilla, Firefox, bref. Donc ça, c'est le premier mécanisme, on va dire. Le deuxième, je sais plus, j'ai un peu perdu le fil. Oui, donc il y a le mécanisme, on va dire, du manifeste. À part ça, après, ils peuvent pas aller lire notre code, ce qu'on a vraiment écrit, qu'est-ce qu'on prélève réellement. Ce que nous, on a fait, c'est qu'on a passé une certification ISO 27001, au moins pour prouver qu'on fait pas n'importe quoi avec la Bien donnée, sûr. qu'on a mis en place quand même des processus de chiffrement, d'accès à la donnée. Tout le monde n'a pas accès à la donnée, etc. Et évidemment, nous, on n'a aucun intérêt. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la data, nous, plus on en collecte, plus ça nous coûte cher. Donc, en Bien fait, on sûr. a un intérêt nous-mêmes à conserver le minimum vital de ce qu'on peut prendre, juste qui va servir l'application. Bien sûr. Parce que globalement, nous, notre intérêt, c'est que notre infrastructure nous coûte le moins cher possible. Bien sûr. Donc, Surtout que pour l'instant, vous la mettez en disposition à d'autres fournisseurs. C'est pas vous qui gérez tout de suite votre infrastructure. Oui, et puis de toute façon, même si on la gérait, l'espace, ça Plus c'est coûte important, cher. oui, bien Plus sûr, c'est bien sûr. important, plus ça coûte cher. Donc, on a intérêt à garder le minimum, quoi. Donc, on va dire, il y a aussi notre intérêt qui fait que les clients peuvent imaginer qu'on garde le strict minimum. En tout cas, c'est ce qu'on fait réellement. Et après, les mécanismes de l'extension fait que de toute façon, on peut pas collecter n'importe quelle information sur l'utilisateur. Donc, par exemple, on peut pas collecter son nom sans le demander. On sait pas qui envoie la data, etc. Donc, nous, on les récolte de manière anonyme, les données, et on donne des indications sur des équipes, en fait, sur des structures de l'entreprise. Ok. En fait, quand l'extension est installée, on demande à l'utilisateur de dire dans quelle équipe de l'entreprise il est qu'il est dans le marketing, les devs, etc. Et donc, nous, on ressort des statistiques par équipe, mais pas Ouais, précisément individuel. par Oui, utilisateur. c'est pas par poste, par. Et de toute façon, dans la data, on l'a perdu, cette info. On garde Ouais, pas et puis l'information. je pense pas qu'il y ait un intérêt pour le DSI de savoir une personne. Il veut savoir en global ses équipes, avoir la vision Ce qui holistique. peut l'intéresser, ça pourrait être par exemple les données, par exemple le numéro de série d'un ordinateur qui est fourni par l'entreprise. Ouais. Ça, j'ai été RSSI pendant 1 an et en vrai, c'est ce qu'on cherche à savoir. C'est à qui appartient tel poste, à qui appartient tel serveur. Ça, c'est des informations générales. Mais je pense pas que la DSI en elle-même, elle a besoin de savoir que tel numéro de série, c'est à telle personne. Non, c'est Ouais, ça. on C'est pourrait- plus d'avoir une ouais, idée du ouais. parc De informatique qui qu'il l'a, possède. peu importe. Il y a un autre mécanisme dont j'ai pas parlé et qui est important quand même, c'est que nous, en fait, dans l'extension, on a un mécanisme de matching, en fait, d'identification des applications d'entreprise. Donc, en fait, les données d'usage qu'on remonte, c'est que
des données dont l'application a été ajoutée dans Cabine. Donc, c'est-à-dire, on mesure par exemple ton utilisation de Figma, qui est un logiciel professionnel par exemple, mais on va pas mesurer, je sais pas, le fait que tu ailles sur le site lemonde.fr si c'est pas déclaré comme une application Ouais, je d'entreprise. comprends. Donc, D'accord. C'est plutôt les applications utilisées dans le cadre dans le du cadre professionnel, travail. Ouais. exactement. Ok. Et donc ça, c'est à la discrétion du DSI de choisir quelles sont les applications professionnelles. Ok. Et du coup, la finalité du produit pour la DSI, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il en Voilà. retient? La première, c'est de lister les applications qui sont utilisées dans son système d'information. Donc, celles qu'il connaît, évidemment. Donc, pour des raisons légales, etc., il doit montrer qu'il maîtrise les applications et les données qui sont gérées dans chacune des applications. Et aussi de découvrir les applications qu'il ne sait pas qui sont utilisées. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le shadow IT. Ouais. C'est de venir regarder ce que les utilisateurs font. Alors, nous, comment on fait ce mécanisme? C'est là où on prélève aussi certaines informations de navigation, on les fait matcher par rapport à notre catalogue connu d'applications d'entreprise. On a un catalogue aujourd'hui qui fait à peu près 85 000 applications d'entreprise. Ah oui. Et donc, on essaie de matcher ces visites de sites web à ce catalogue. Et D'accord. quand on détecte qu'il y a un match, entre guillemets, On dit, bah là, là, il y a- on remonte au DSI, tiens, telle équipe utilise telle application. D'accord. Et donc, soit il peut l'ajouter à son inventaire, soit pas Donc, l'ajouter. du coup, C'est un c'est choix mieux pour gérer son parc un petit peu d'applications. d'application, exactement. Ok. Intéressant. Ça, c'est un des aspects. Et puis ensuite, il peut mesurer aussi l'usage, combien de personnes vont par jour sur telle application. Et, lui, ça peut lui servir pour de l'optimisation financière. Typiquement, s'il a acheté, je sais pas moi, 100 licences pour un outil et qu'en fait, il se rend compte qu'il n'y a que 3 personnes qui Personne l'utilisent, n'utilise, ouais, ou bah, du coup, il peut peut-être changer son contrat, le renégocier à la baisse, par exemple. ou alors a fortiori, Donc, enfin, ouais, ou- c'est de l'optimisation au final. ouais. Au contraire, s'il se rend compte que il y a peut-être un outil qui est beaucoup utilisé en Shadow IT du coup, Oui, et qui est soit avec une licence très faible, soit quasiment gratuit, il y a peut-être un intérêt de l'intégrer, non? oui, ou typiquement des équipes différentes dans l'entreprise qui Ouais. vont utiliser le même logiciel et donc ils vont être sur un plan de paiement ultra cher parce qu'ils sont chacun de leur côté, alors qu'en fait, dans l'entreprise, il y a peut-être moyen de faire Un gros package de groupe, acheter un Ouais, un package de package, ouais, licences bien qui va sûr. être moins cher et qui du coup seront redistribués dans les équipes. Ah, c'est cool. Donc, ouais, ça, c'est une des valeurs qu'on propose dans l'outil. D'accord. Et pour revenir peut-être à l'équipe, et puis revenir sur cette notion d'agent dont tu parlais, c'est quand même, on l'expliquait, un peu particulier à votre produit. Est-ce que, il y avait des développeurs qui avaient déjà eu un peu d'habitude à développer ce type de solution ou pas du tout? Ça a été une découverte Alors, l'extension, c'était totalement nouveau pour Ouais. nous. Je pense que personne n'avait d'expérience dessus. Alors maintenant, ça fait un petit moment, donc on a plutôt une bonne expérience. Après, c'est un domaine qui est un peu particulier, mais surtout où il y a peu de communauté autour de ça. Finalement, il n'y a pas tellement de gens qui développent des extensions. Mhm. Donc, il y a peu de partage, on va dire. Des fois, c'est un peu flou, quoi. C'est vraiment, on teste des choses, on regarde ce que ça donne. Enfin, voilà, on n'est pas en mode découverte. On n'a pas Mhm. la masse qu'on pourrait avoir sur un gros framework web hyper connu, où du coup, toutes les questions, quelqu'un d'autre se les a déjà posées, et il y aura probablement une réponse quelque part sur Internet. Là, c'est plutôt souvent, on n'a pas les réponses, donc il faut chercher. Donc, c'est un modèle un poil différent. Ok. Et surtout, du coup, ce qui est particulier à ce que nous, on fait, c'est la collecte de data qui est quand même assez grosse. Enfin, on collecte beaucoup de données. Donc, il y a toute une gestion, justement, de gérer cette data, Bien sûr. de les temps de rétention, du traitement dans le flux, de qu'est-ce qu'on en Mais du fait. coup, vous la gardez, vous la stockez dans une base de données classique ou vous l'utilisez, enfin, je sais pas, avec une base de données graph, C'est une base élastique élastique, qui, Elasticsearch. reçoit Mm. tout le trafic, en fait. Et ensuite, la restitution, c'est des calculs sur cette base. Ok. Et du coup, la rétention des données, c'est quoi? C'est un mois et demi? Ça dépend des données. Ah ouais? Ça dépend du type de données. Ça dépend du besoin aussi, je pense. Bah oui, exactement, ça dépend des features qu'on va faire, mais il y a quand même En fait, notre idée, c'est quand même de faire un outil d'analyse sur le long terme. Donc, en fait, on a un besoin quand même de garder la donnée ok. assez longtemps pour pouvoir dire, par exemple, une année sur l'autre, pouvoir faire des comparaisons de l'évolution de son système d'information. Oui, des donc au consommations. final, ouais, le volume de données va faire que croître au fur et à mesure des années. Et du Il coup, y a ça des va chances. finir Après, par... voilà, là, on n'y est pas encore parce que, enfin, de Oui, toute façon, on n'a c'est pas, tout jeune. on n'a pas 3 ans de rétention de données, mais l'idée, ce sera probablement d'aller calculer des données, des points par jour, là où on a des points par heure, par exemple, faire des Mm. espèces de moyennes et de conserver que ces moyennes, parce qu'en fait, dans le temps, on n'aura plus besoin d'une précision extrême. Mm. Plus c'est loin, plus la précision peut être faible, entre guillemets. Et du coup, pour les nouveaux clients, peut-être leur laisser leurs points par heure et puis remettre les points par jour au bout d'un certain temps. Exactement. Ok. Ah, c'est trop intéressant. Ouais, c'est top.
je voulais vous remercier du coup. C'était vachement intéressant. Merci Merci à toi, Damien. Nico. Merci à Baptiste. Donc, encore une fois, c'était notre premier podcast. Donc, C'est merci vrai. à vous. Et puis, bah,